Bonjour et bienvenue sur la chaîne Destins Croisés. Avant de commencer, appuie sur le bouton j'aime et abonne-toi pour que nous puissions continuer à créer des histoires comme celle-ci. C'est parti! C'était un jeudi après-midi, à Sarlat-la-Canéda, un petit bourg pittoresque de la Dordogne. Le soleil frappait les pavés du centre-ville et les habitants se réfugiaient à l'ombre des platanes. Un vieil homme, en salopette délavée et casquette en toile, poussait lentement la porte vitrée de l'agence bancaire locale, Crédit National du Sud-Ouest. Il s'appelait Marcel Dubois, 78 ans, ancien agriculteur à la retraite, et il portait dans sa main droite une enveloppe brune, bien fermée, avec l'air de quelqu'un qui avait longuement réfléchi avant d'entrer. Dès qu'il passa le seuil, l'atmosphère changea. L'accueil était climatisé, impersonnel. Une hôtesse d'accueil, jeune femme aux ongles parfaitement manucurés et au tailleur impeccable, lui lança un regard rapide, puis retourna à son écran d'ordinateur. Personne ne bougea. Aucun sourire. Aucun mot. Marcel s'assit sur une chaise en plastique près du mur, tenant toujours son enveloppe contre lui. Il attendit. 10 minutes. 30 minutes. 1 heure. À plusieurs reprises, des clients entraient et étaient accueillis avec empressement, un entrepreneur local, une femme en robe Chanel, un élu municipal. Tout se passait avant lui. Après 70 minutes d'attente, Marcel s'approcha timidement de l'accueil. « Excusez-moi, je voudrais parler au directeur. » L'hôtesse soupira, prit son papier d'identité d'un geste mécanique, le scanna, puis répondit sans même le regarder, « Le directeur est occupé. » Veuillez patienter encore un peu, monsieur. Ce « un peu » se transforma en 2 heures entières. Marcel resta là, silencieux, stoïque. Mais en lui, quelque chose s'éteignait. Il n'était pas venu pour retirer quelques euros. Il n'était pas non plus venu demander un service. Il venait prendre une décision. Et le fait d'avoir été ignoré, invisibilisé, traité comme un meuble, lui faisait comprendre que cette décision était plus justifiée que jamais. À 15h46, une porte vitrée s'ouvrit. Monsieur Arnaud Lefebvre, directeur de l'agence Costume Ajusté, montre suisse, gel dans les cheveux, daigna enfin le recevoir. Il jeta un œil à Marcel comme s'il ne comprenait pas ce qu'un tel « bonhomme de ferme » faisait là. Dans son bureau climatisé, aux murs couverts de certifications et de graphiques boursiers, il lui fit signe de s'asseoir. « Je vous écoute, monsieur Dubois, » dit-il d'un ton distant. Marcel sortit calmement son enveloppe, l'ouvrit et posa 3 documents sur la table. « Je souhaite clôturer mes comptes ici. Mon livret A. Mes 2 assurances-vie. Et transférer tout au Crédit Agricole, à Périgueux. » Arnaud cligna des yeux. Il pensa d'abord à une erreur. Puis il regarda les chiffres. Les 3 comptes affichaient ensemble plus d'1,1 million €. Ce n'était pas une blague. Il se redressa dans son fauteuil. « Monsieur Dubois, puis-je savoir ce qui motive cette décision ?» demanda-t-il soudain beaucoup plus poli. Mais Marcel le regardait droit dans les yeux, calme, avec cette gravité que seuls les hommes de la terre possèdent. « Cela fait 47 ans que j'épargne. J'ai tout confié à cette banque. J'ai cru aux promesses qu'on m'avait faites quand j'étais jeune. On me disait que j'étais un client important. Aujourd'hui, j'ai compris que je n'étais rien. » Lefebvre tenta de s'excuser, « Il s'agit sûrement d'un malentendu, je suis vraiment désolé que vous ayez dû attendre. » Marcel l'interrompit sans hausser la voix. « Monsieur Lefebvre, le respect ne se mesure pas au montant sur un compte. Il se mesure à l'attention que l'on porte aux gens quand on croit qu'ils ne sont personne. » Il prit ses papiers, se leva lentement, et ajouta en s'appuyant sur sa canne, « Vous venez de perdre un client. Mais vous avez aussi perdu une occasion d'être un homme. » Il quitta le bureau sans attendre de réponse. L'agent d'accueil le regarda passer avec une nervosité visible. Le directeur resta seul, le visage figé. Une sueur froide perlait sur sa tempe. Car au moment où Marcel franchissait les portes automatiques de l'agence, une vague invisible venait de se mettre en mouvement. Une vague qui allait bientôt tout emporter, carrière, réputation, certitude. Marcel, lui, ne savait pas encore que son geste silencieux allait faire la une des journaux, que son nom serait prononcé au Parlement, et qu'il deviendrait un symbole national.
Il savait juste une chose, après une vie à donner, il était temps qu'on lui rende un minimum de dignité. Après avoir quitté l'agence bancaire de Sarlat-la-Canéda, Marcel Dubois marcha lentement en direction du parc public, à quelques rues de là. C'était un endroit simple, paisible, avec quelques bancs en bois et de vieux platanes centenaires. C'était son refuge. Il s'y asseyait souvent après avoir fait des courses ou réglé des affaires administratives, pour laisser passer le stress, pour respirer un peu d'air libre et écouter les oiseaux au-dessus du tumulte du monde. Il s'installa sur le banc sous son arbre préféré, toujours avec son enveloppe dans les mains. Il n'était ni fâché, ni abattu. Seulement lucide. Il venait de tirer un trait sur près de 50 ans de fidélité bancaire. Et il n'avait aucun regret. Quelques minutes plus tard, un jeune homme élégant, en chemise blanche et veste beige, l'aborda avec un sourire sincère. Karim Ben Aïssa, 33 ans, consultant en gestion de patrimoine à Bordeaux. Marcel le reconnut aussitôt. Il l'avait rencontré 2 ans plus tôt, lors d'un colloque agricole à Bergerac. Karim animait un atelier sur la transmission de patrimoine et la gestion responsable de l'épargne pour les agriculteurs à la retraite. C'était un homme courtois, posé, avec une écoute rare. Ce jour-là, ils avaient discuté plus d'1 heure, assis sur des bottes de foin transformées en sièges, en buvant un café offert par la Chambre d'agriculture. « Bonjour, monsieur Dubois. J'ai reçu votre message. »« Vous allez bien ?» demanda Karim en s'asseyant à côté de lui. Marcel hocha la tête. « J'ai pris une décision aujourd'hui, mon garçon. Et je crois que c'est la bonne. » Il raconta tout. Le regard méprisant de l'hôtesse, l'attente interminable, la froideur du directeur. Karim écoutait en silence, le regard rivé sur l'enveloppe posée sur les genoux de Marcel. Lorsqu'il eut terminé, Karim lui dit doucement, « Vous avez bien fait. Et maintenant, il faut aller plus loin. » Il sortit son smartphone, appela un numéro, et dit simplement, « C'est confirmé. » Il a pris sa décision. On lance la procédure. Marcel le regarda, surpris. « De quoi s'agit-il » demanda-t-il. Karim rangea calmement son téléphone et lui répondit, « Vous avez dit une fois, lors de notre première rencontre, que vous auriez aimé transmettre quelque chose de concret aux générations futures. Pas seulement de l'argent, mais du sens. » Marcel resta silencieux. Puis il murmura, « Oui. J'ai toujours rêvé qu'un jour, les jeunes de nos campagnes aient accès à des outils modernes, sans devoir tout quitter pour aller en ville. Mais ce n'est qu'un rêve. » Karim sourit. « Plus maintenant. » Il sortit une chemise cartonnée de sa sacoche et la tendit à Marcel. À l'intérieur se trouvait une proposition de projet, un centre agroéducatif indépendant, basé à la campagne, dédié à la formation des jeunes agriculteurs dans des domaines comme l'agroécologie, la gestion durable, la transformation locale, l'accès au marché numérique. Le projet était soutenu par un petit collectif associatif et attendait seulement un apport de départ pour devenir réalité. Marcel feuilleta les documents, lentement. Chaque page faisait écho à ce qu'il n'avait jamais osé dire à voix haute, la peur de voir mourir les campagnes, la frustration de voir les jeunes partir à la ville, la douleur de constater qu'on ne formait plus à l'écoute de la terre, mais aux logiques comptables. Il referma le dossier et demanda, « Et vous, vous feriez ça avec moi ?» Karim sourit. « Pas pour vous. »« Avec vous ? Je vous propose de cofonder cette initiative. Mais ce sera vous, le visage. Vous, le symbole. » Le lendemain matin, les démarches administratives commencèrent. Marcel signa les documents de transfert de ses comptes vers une banque éthique basée à Toulouse. Une partie serait consacrée au projet éducatif, une autre à un fonds de solidarité pour les jeunes agriculteurs endettés, et le reste placé de manière à générer des revenus pérennes pour la structure. Les nouvelles allèrent vite. Une journaliste locale, Clémence Roy, qui avait suivi un stage dans la ferme de Marcel 20 ans plus tôt, apprit ce qui s'était passé. Elle posta un simple tweet. Marcel Dubois, 78 ans, agriculteur à la retraite, a quitté le Crédit National après avoir été ignoré pendant 2 heures. Il vient de donner plus d'1 million d'euros pour former les agriculteurs de demain. Ce message changea tout. En 24 heures, il fut partagé par des milliers de personnes.
Des personnalités du monde agricole, des influenceurs, des députés écologistes, des enseignants, des parents, des jeunes en reconversion, tous saluaient le geste. Une véritable vague de reconnaissance naquit autour de ce vieux monsieur en salopette. Des dons affluèrent, des propositions de partenariat surgirent de toute la France. Mais ce n'était pas tout. Le lendemain, le directeur Lefebvre reçut un appel du siège national. Une réunion d'urgence fut convoquée. On l'interrogea sur les faits, sur la gestion du client, sur l'absence d'empathie de son personnel. Il fut sommé d'écrire un rapport détaillé et de prendre des mesures pour réparer ce qui peut l'être. Et tandis que Lefebvre rédigeait son rapport, les mains tremblantes, Karim et Marcel accueillaient les premiers bénévoles intéressés par le projet. Parmi eux, une vétérinaire, un apiculteur, une agronome fraîchement diplômée, un sociologue rural. Tous inspirés par l'histoire de Marcel. Et lorsque Marcel reçut une lettre manuscrite de Léa, une jeune lycéenne de Bretagne, qui écrivait « Je veux devenir agricultrice comme vous. Merci de montrer qu'on peut changer le monde sans faire de bruit. » Il comprit que ce qu'il avait déclenché dépassait de loin son compte en banque. Il ne voulait plus jamais entendre « Veuillez patienter encore un peu ». Il voulait entendre « Bienvenue. On vous écoute. » La tempête que Marcel n'avait ni prévue ni cherché déferla sur le pays comme une traînée de poudre. En quelques jours, son histoire dépassa les frontières de la Dordogne. Ce qui avait commencé comme une simple publication sur les réseaux sociaux se transforma en phénomène médiatique national. On ne parlait plus que de ça, à la télévision, à la radio, dans les journaux, sur les plateaux des talk-shows du soir. L'histoire du papy millionnaire, qui s'était levé contre l'arrogance d'une banque et avait choisi d'investir dans l'avenir de sa terre natale, captiva le cœur de millions de Français. Des titres comme « Il lui a dit d'attendre ». Il aurait mieux fait de l'écouter. L'agriculteur silencieux qui a fait trembler le système bancaire. À 78 ans, il donne une leçon de dignité à tout un pays, remplissait les kiosques. La photo de Marcel assis sur son banc, tenant l'enveloppe dans ses mains calleuses, devint emblématique. On l'imprimait sur des affiches, on la partageait avec des citations inspirantes, certains artistes de rue la peignaient sur des murs à Toulouse, Limoges ou Lille. Les gens l'appelaient le Gandhi de la campagne, le patriarche du silence, ou simplement Monsieur Marcel. Mais ce raz-de-marée médiatique n'épargna pas Arnaud Lefebvre, le directeur de l'agence de Sarlat. Très vite, son nom fut identifié, son visage capturé par une caméra de surveillance fuitée, ses anciens clients contactés par des journalistes. Il passa de l'anonymat confortable à l'humiliation publique en quelques jours. Sur les réseaux, les gens réclamaient sa démission. Certains proposaient même de boycotter l'ensemble du réseau bancaire auquel appartenait son agence. Le siège national du Crédit national du Sud-Ouest fut contraint de publier un communiqué. Dans un langage froidement diplomatique, ils évoquaient un incident regrettable, une prise de conscience et des mesures correctives en cours. Mais cela ne suffisait pas. Les clients de Sarlat fermaient leurs comptes par dizaines. Chaque jour, des gens venaient demander à parler à celui qui a maltraité le vieux monsieur. Les employés, nerveux, évitaient les yeux des visiteurs. Lefebvre, lui, sombrait dans une crise existentielle. Il se croyait un homme accompli, respecté, dans la lignée des cadres efficaces du tertiaire moderne. Il réalisait brutalement que son costume, sa montre et son bureau n'avaient plus aucun sens si la confiance qu'il représentait s'effondrait. Il passait ses nuits à relire les commentaires, les articles, les insultes. Et une question revenait sans cesse, comment avait-il pu être aussi aveugle? Finalement, il prit une décision qu'il n'aurait jamais imaginée. Il appela Marcel. Pas pour s'excuser dans les formes, mais pour lui demander un rendez-vous. Pour parler. Quelques jours plus tard, un matin froid mais clair, Marcel ouvrit la porte de sa maison en bois située à l'orée de son terrain, au bord d'un champ de tournesols endormis par l'hiver. Sur le perron, Arnaud Lefebvre, seul, sans voiture de fonction, sans attaché-caisse, l'attendait. Il avait l'air amaigri, fatigué, mais déterminé. Ils s'assirent dans la cuisine, autour d'une table en bois massif. Marcel versa 2 cafés dans des tasses ébréchées. Le silence dura plusieurs minutes. Puis Arnaud parla. Pas en directeur.
pas en représentant de banque, mais en homme. Il raconta tout. Son enfance dans une famille modeste de Tours. Ses années d'études, sa soif de réussite, son obsession pour les chiffres, les résultats, l'image. Il avoua qu'au fond, il ne s'était jamais senti à sa place. Qu'il avait eu peur de paraître faible s'il avait fait attendre un élu plutôt qu'un fermier. Et que le mépris qu'il avait montré n'était que le reflet de sa propre honte. Marcel écoutait. Il ne jugeait pas. Mais il restait droit. À la fin, il dit simplement. Vous êtes venu. C'est déjà un pas. Mais ce que vous ferez ensuite comptera plus que ce que vous dites aujourd'hui. Et il ajouta, je ne veux pas de votre pardon. Je veux que vous compreniez pourquoi c'est arrivé. Et que vous le racontiez aux autres. Arnaud rentra chez lui changé. Il savait ce qu'il devait faire. Quelques jours plus tard, il convoqua une conférence de presse. Il y apparut seul, sans attaché de presse ni communication officielle. Il raconta toute l'histoire, sans filtre. Il assuma sa responsabilité. Il expliqua ce que cette rencontre lui avait appris. Et surtout, il proposa un plan d'action concret, créer une fondation interne à la banque dédiée à la formation humaine des conseillers. Il proposa aussi de faire de l'histoire de Marcel un cas d'étude officielle pour toute nouvelle recrue du Crédit national. Mais ce n'était pas tout. Il annonça qu'il démissionnait de son poste à Sarlat. Et qu'il allait rejoindre, bénévolement, le Centre éducatif agricole de Marcel pour aider à la gestion administrative et au partenariat. Lorsque cette déclaration fut publiée, la réaction fut inattendue. Le public, d'abord méfiant, salua son courage. Des journaux titrèrent. Il a chuté. Mais il s'est relevé. Quand un directeur de banque devient élève du fermier. Et dans toute la France, les gens redécouvraient une chose essentielle. On peut se tromper. Mais on peut aussi changer. Quant à Marcel, il restait humble. Lorsqu'un journaliste lui demanda s'il acceptait les excuses de Lefebvre, il répondit. Ce ne sont pas mes excuses à moi. Ce sont ses excuses à lui-même. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'incident dans l'agence de Sarlat. Ce qui n'avait été qu'un geste de dignité silencieuse s'était transformé en mouvement national, en modèle éducatif, et, pour des milliers de jeunes ruraux, en espoir d'un avenir nouveau. Le Centre Marcel Dubois pour l'agriculture de demain, inauguré 3 mois plus tôt, était désormais un lieu vivant, vibrant, où se croisaient jeunes agriculteurs, chercheurs, vétérinaires, écologistes et artisans ruraux. Tous unis par une même conviction, la terre a une âme, et elle mérite qu'on la respecte. Ce soir-là, une grande cérémonie avait lieu dans le hall principal du centre. Des guirlandes de lumière parsemaient les murs en bois recyclé. Une scène simple, un pupitre, quelques rangées de chaises. Il ne s'agissait pas d'un événement mondain, mais d'un hommage sincère. Une célébration de ce que Marcel représentait pour la communauté, la force tranquille de l'intégrité. Le ministre de l'Agriculture lui-même avait envoyé une lettre de félicitations. Des écoles rurales de toute la région avaient préparé de petites vidéos de remerciements. Et le maire de Sarlat, présent dans la salle, déclara « Il y a des héros qui portent des capes. Et d'autres qui portent des bottes crottées. Ce soir, c'est à ce deuxième type de héros que nous disons merci. » Lorsque Marcel Dubois monta sur scène, il ne dit rien pendant plusieurs secondes. Il regarda les visages dans le public, anciens élèves, bénévoles, agriculteurs, jeunes en reconversion, journalistes, et même Arnaud Lefebvre, debout, au fond, tenant à la main un carnet de notes, discret mais attentif. Marcel prit la parole. « Vous savez, je ne pensais jamais me retrouver ici, devant vous. Je ne suis pas un homme à discours. J'ai plus parlé à mes vaches qu'à des assemblées. Mais aujourd'hui, je veux vous dire ceci. Tout ce que vous voyez ici n'est pas né d'un compte en banque. C'est né d'un moment de silence. De 2 heures où personne ne m'a regardé. De 2 heures à attendre qu'on me parle comme à un homme. Un murmure d'émotion parcourut la salle. Ce que j'ai appris ce jour-là, c'est que la dignité, on ne la réclame pas. On la pose, calmement, sur la table. Et parfois, il faut que le silence fasse plus de bruit qu'un coup de poing. Il s'interrompit, le regard légèrement humide.
je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste dit non. Et j'ai choisi de transformer ce non en quelque chose qui dure. La salle explosa en applaudissements. Mais Marcel fit un geste doux pour calmer l'enthousiasme. Il n'aimait pas être acclamé. Il voulait être utile, pas idolâtré. La cérémonie se poursuivit avec des témoignages. Une jeune femme, Mélissa, raconta comment, après avoir quitté la fac de biologie en ville, elle avait trouvé dans ce centre une seconde chance. Je pensais qu'être fille de paysan, c'était un handicap. Ici, j'ai appris que c'était une force. Un ancien banquier, reconverti en formateur en microcrédit rural, expliqua comment l'histoire de Marcel l'avait poussé à changer de vie. Puis ce fut le tour d'Arnaud Lefebvre. Il monta sur scène, un peu hésitant. La tension était palpable. Mais dès les premières phrases, tout le monde sut qu'il parlait avec son cœur. Je suis celui qui n'a pas vu Marcel Dubois ce jour-là. Je suis celui qui a eu besoin de 2 heures pour comprendre ce que j'aurais dû ressentir en 2 secondes. J'ai démissionné, oui. Mais ce n'est pas pour fuir. C'est pour réparer. Il raconta comment il travaillait désormais pour le centre, aidant à structurer les dossiers de subvention, accompagnant les jeunes dans leur parcours financier, apprenant même à jardiner. Il conclut par : « Cet homme ne m'a pas humilié. Il m'a réveillé. » Cette phrase, simple mais puissante, marqua les esprits. À la fin de son intervention, il tendit à Marcel un petit coffret. À l'intérieur, une clé en laiton, avec une étiquette gravée. Ferme Saint-Léon pour la relève. C'était une donation. Une ferme de 30 hectares appartenant à sa famille depuis 3 générations. Lefebvre avait décidé de la céder entièrement au centre pour y développer un programme de permaculture et d'agroforesterie. Marcel fut sans voix. Il murmura simplement : « Alors vous avez compris. Merci. » L'émotion dans la salle était intense. Des larmes silencieuses coulaient sur des visages jeunes et vieux. Ce moment scella une alliance. Un passage de témoin. Un pardon silencieux. Dans les mois qui suivirent, la ferme Saint-Léon devint un laboratoire vivant d'expérimentation. Des étudiants d'AgroParisTech y venaient en stage. Des enfants de classe rurale y apprenaient à planter, à écouter la nature, à comprendre le sol. Et dans une pièce transformée en salle de réunion, un tableau trônait. Un portrait de Marcel Dubois, le regard bienveillant, avec ces mots : « Le respect ne s'achète pas. Il se gagne. Et il se donne. » Marcel, lui, continuait à vivre simplement. Tous les matins, il venait au centre, saluait chacun par son prénom, s'asseyait parfois pour écouter les cours ou raconter une anecdote sur le blé, la pluie ou la patience. Il n'était plus un homme invisible. Il était devenu le cœur battant d'un changement silencieux mais profond. Et chaque fois qu'un jeune lui demandait : « Pourquoi avez-vous fait tout ça ? » il répondait avec un sourire : « Parce qu'un jour, on m'a fait attendre. Et j'ai décidé que plus personne ne devait attendre qu'on le respecte. »